L'histoire commence lorsqu'un puissant dragon de feu descend du ciel et attaque le royaume royal, une nation célèbre pour sa puissante sorcellerie. Il atterrit au sommet des murs de la ville et regarde les minuscules humains en contrebas. Le royaume riposte immédiatement par un barrage magique coordonné, mais le dragon de feu ne sourcille même pas. Au lieu de cela, il répond par un souffle de feu dévastateur qui engloutit la ville dans les flammes. Alors que tout le monde croit que leur vie paisible est sur le point de s'achever, le dragon de feu regarde soudainement une petite fille en pleurs avant de s'envoler, laissant au royaume un dernier avertissement. Il y a longtemps, la mère du dragon de feu vivait au plus profond de la forêt des esprits, où les animaux, les bêtes magiques et les esprits vivaient tous ensemble. Un jour, elle découvrit une grotte parfaite pour construire un nid et protéger son œuf. Après avoir réchauffé l'œuf avec ses flammes, elle s'envola pour chasser une proie. Cependant, les humains la battirent sans pitié d'une lance en plein dans la tête, la projetant au sol pour une mort instantanée. Plus tard cette nuit-là, une chatte mère de la race très intelligente des Kécites découvrit la grotte et décida que c'était l'endroit idéal pour élever ses chatons en toute sécurité. Peu de temps après, elle donna naissance à 3 adorables bébés. Puis un jour, alors qu'elle les nourrissait, l'œuf de dragon finit par éclore. La chatte mère réalise que le petit dragon n'est pas dangereux, elle l'accueille donc chaleureusement dans la famille. Le lendemain, elle emmène tous les enfants chasser et leur dit d'observer et d'apprendre attentivement. Elle bondit sur un rat malchanceux, le frappe et assure le dîner avec facilité. Bientôt, les bébés Kécites intelligents peuvent déjà utiliser différents types de magie grâce à leur queue, tandis que le bébé dragon a du mal à suivre. Plus tard, le petit dragon étonne tout le monde en prenant son envol avec ses ailes, mais il tousse soudainement une petite bouffée de feu avant de s'écraser au sol. À ce moment-là, alors que la chatte mère félicite le bébé dragon pour sa magie unique, elle remarque soudain des humains à proximité. Elle enseigne rapidement à ses enfants une leçon importante, leur expliquant qu'il s'agit d'humains de la forêt des débutants, où ils viennent souvent chasser. Certains humains sont gentils, mais d'autres sont impitoyables, et beaucoup ont des pouvoirs plus grands que ceux des ours, ce qui fait d'eux des proies faciles pour les chats comme eux. Ces enfants réalisent immédiatement pourquoi ils doivent apprendre l'odeur humaine, pour ne jamais tomber sur l'un d'eux par erreur. En entendant cela, la chatte mère sourit fièrement car ses bébés sont presque prêts à quitter le nid. Quelques jours plus tard, cependant, la chatte mère est soudainement prise dans un sort d'invocation humaine, et ses enfants la supplient de ne pas les quitter. La chatte mère les rassure en leur disant qu'elle les a entraînés à devenir d'excellents chasseurs, donc ils s'en sortiront tant qu'ils resteront ensemble et se protégeront les uns des autres des bêtes dangereuses qui rôdent dans la forêt. Avant de disparaître, elle leur dit qu'ils pourraient découvrir d'autres frères et sœurs quelque part dans la forêt qui les reconnaîtront à leur odeur, et elle leur laisse un dernier message, disant qu'elle est incroyablement fière d'eux tous. Après cela, les 3 bébés chats quittent la grotte, mais le bébé dragon reste et chasse seul tous les jours. Un jour, il se repose devant la grotte lorsqu'il voit sa sœur aînée revenir avec un chat au pelage noir. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à 3 adorables chatons, alors le dragon de feu joue avec eux et leur apprend à chasser. Il leur montre à ne pas mettre la tête dans des trous où ils ne peuvent pas passer, et à ne pas agiter leur queue quand ils sont excités car cela effraie les proies. Il leur apprend aussi à quel point les humains sont dangereux. Peu de temps après, les chatons quittent également la grotte et remercient leur oncle pour tout ce qu'il leur a appris. Le lendemain, un chat blanc arrive, qui porte l'odeur de ses frères et sœurs. Elle explique que son père lui a dit qu'elle trouverait un endroit sûr pour élever ses bébés si elle venait à la grotte de son frère parce qu'il est un grand chat ailé avec un grand cœur qui l'aiderait certainement. Ces paroles sincères font verser des larmes au dragon de feu. Au fil du temps, il vieillit et apprend à parler avec les esprits, qui lui font réaliser qu'il n'est pas vraiment un chat. Il dit immédiatement à ses frères et sœurs qu'il est vraiment une bête magique. Pourtant, les jeunes chats agissent comme si ce n'était pas grave et lui demandent avec enthousiasme de leur apprendre de la magie cool. Plus tard ce jour-là, il survole la forêt et aperçoit des humains chassant d'innombrables chats. Il se précipite immédiatement et les brûle dans sa rage. Il ne comprend pas pourquoi les humains sont assez cruels pour faire du mal à autant de chats, et les esprits expliquent qu'ils les chassent pour leur fourrure. Le dragon de feu sait qu'il pourrait leur pardonner s'ils chassaient les chats pour se nourrir, mais les chasser uniquement pour leur fourrure le remplit de rage, alors il attaque le royaume humain en tant que défenseur de tous les chats. Au cours de son attaque, il ne s'arrête pas à cause de la petite fille qui pleure. Au lieu de cela, il remarque un chat blanc qui ressemble exactement à ses frères et sœurs, alors il donne aux humains un dernier avertissement qu'ils subiront sa colère s'ils chassent jamais les chats pour une raison autre que la nourriture avant de s'envoler vers la forêt. De nombreux mois plus tard, les servantes du prince royal le bordent dans son lit, mais il n'arrive pas à s'endormir, alors il quitte silencieusement sa chambre et commence à pratiquer sa magie. Il agite son épée et essaie de mettre le feu à une feuille, mais il échoue si mal qu'un chat s'approche pour l'observer. Le prince royal, né avec un pouvoir magique très faible, abandonne après avoir réalisé que le sort ne fonctionnera toujours pas. Cependant, il est complètement charmé lorsqu'il remarque le joli chat assis à côté de lui et lui gratouille joyeusement le menton sans fin. Ainsi, il essaie une fois de plus le sort et brûle enfin la feuille jusqu'à la réduire en cendres. Alors, tous deux célèbrent cet énorme moment ensemble. Lorsqu'il remarque que le chat l'encourage,
Il est curieux de savoir s'il vient de la forêt. Se souvenant que ses professeurs ont dit que tout chat de la forêt doit être ramené avec soin car les dragons impériaux brûleraient tout le royaume si un seul d'entre eux était blessé, il est terrifié. Il laisse le chat partir et espère qu'il retrouvera seul son chemin vers la forêt. Le lendemain matin, il ne trouve le chat nulle part et réalise qu'il est vraiment rentré chez lui. Cependant, cette nuit-là, il retrouve le chat qui l'attend au même endroit et commence à pratiquer sa magie à nouveau, pour échouer spectaculairement devant son nouvel ami. Même ainsi, il refuse d'abandonner et continue d'essayer jusqu'à ce que la petite feuille finisse par brûler, faisant applaudir le chat en appréciation. Après cela, le chat vient regarder le prince pratiquer sa magie chaque nuit, et les deux deviennent des amis si proches à travers tous les bons moments partagés que le chat commence à lui parler en mots. Une nuit, le chat revient avec des baies rouges de la forêt, alors le prince remercie son ami pour le cadeau en lui offrant des biscuits qu'il a subtilisés en cachette de la cuisine royale. Les deux dévorent joyeusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un biscuit, alors le prince dit à son ami de manger le dernier. Au lieu de cela, le chat le soulève en l'air et le divise proprement en deux moitiés parfaites avec de la magie devant. La vue laisse le prince complètement émerveillé, et il promet de travailler encore plus dur jusqu'à ce que sa propre magie devienne tout aussi incroyable. Pendant ce temps, quelqu'un dans l'ombre observe silencieusement les deux. Le lendemain, le roi se demande quoi faire après avoir appris que le prince est devenu ami avec un chat cid de la forêt. Il confirme que son fils ne force pas le chat à rester parce que le dragon impérial a épargné le royaume auparavant, et il n'aurait aucune raison d'attaquer s'il expliquait que le chat était simplement l'ami de son fils. À ce moment-là, des cloches d'alarme retentissent dans tout le royaume alors que le dragon descend du ciel une fois de plus. Tous les soldats et citoyens innocents reculent immédiatement s'ils tiennent à leur vie. À ce moment-là, l'ami chat du prince s'approche du dragon, et les deux commencent à parler en miaulement, laissant les soldats complètement confus quant à ce qu'ils disent. Un soldat courageux dit qu'il peut les comprendre un peu et explique que le chat veut enseigner la magie à un enfant humain, tandis que le dragon est choqué qu'il vive dans une cité humaine juste pour aider le prince. Le chat argue que le garçon est tellement désespéré en magie qu'il veut aider l'enfant. Lorsque le dragon impérial rappelle avec colère à son neveu qu'il a averti tout le monde que les humains sont des bêtes dangereuses, son neveu rétorque que le prince est son ami. À ce moment-là, le prince arrive sur les lieux, et le chat présente joyeusement son ami à son oncle. Voyant cela, le dragon se souvient soudain qu'un chat a également protégé les humains la dernière fois qu'il a attaqué le royaume. Le dragon impérial reste sans voix lorsque le chat répète la propre leçon de son oncle selon laquelle les amis doivent toujours être chéris, et si le prince devient roi, il respectera et chérira tous les chats en retour. En entendant cela, le dragon impérial répond timidement qu'il demandera la permission au roi humain et lui laissera la décision. Après cela, le dragon crée un cercle magique géant sur le sol qui l'enveloppe d'une lumière aveuglante et le transforme littéralement en un chat ailé. Il ordonne alors aux soldats de délivrer un message dans la langue humaine qu'ils souhaitent rencontrer le roi humain. Ainsi, le prince et les deux chats se dirigent vers les appartements du roi, où le roi s'approche hardiment du dragon et s'assied à côté de lui. Après que les deux se soient officiellement présentés, le roi dit que l'un des chats du dragon s'est occupé de son fils. Le dragon répond que le chat est l'un de ses neveux qu'il a personnellement formé à la chasse et à la magie. Il explique ensuite que son neveu est devenu ami avec le prince et veut lui enseigner la magie, mais il ne l'autorisera que si le roi le permet. Le roi est surpris parce que la magie utilisée par les chats est considérée comme un secret légendaire en sorcellerie, donc l'enseigner au prince pourrait éventuellement signifier répandre cette connaissance dans tout le royaume. À sa grande surprise, le dragon n'a aucun problème avec cela car il a également appris la magie des esprits, et quiconque peut parler avec les esprits peut utiliser la magie de haut niveau. Le roi humain est stupéfait car la magie des esprits est le plus grand secret de toute la sorcellerie, assez puissante pour faire basculer l'équilibre des pouvoirs entre des nations entières. Il remercie sincèrement le dragon impérial pour sa générosité, ce qui laisse le dragon perplexe quant à pourquoi il continue de l'appeler ainsi car à ses yeux, il n'est rien de plus qu'un dragon cracheur de feu. Le roi explique qu'impérial est le plus haut titre que les humains utilisent pour honorer un dragon qui se tient au-dessus de tous les autres. Cependant, le dragon dit que chat dragon lui va beaucoup mieux car il a vécu comme un chat depuis le jour de sa naissance. Le roi humain rit de ce titre ridicule et accepte joyeusement. À partir de ce jour, le prince apprend la magie de son meilleur ami, et après être devenu roi, transmet cette connaissance à son peuple. Dès lors, un chat de la forêt rend visite à chaque naissance d'un prince ou d'une princesse pour jouer avec eux et leur enseigner la magie des esprits. En retour, le royaume humain protège les chats en échange de leur savoir. Pendant ce temps, le dragon continue de vivre paisiblement dans la forêt et élève sa famille de chats sans cesse grandissante. D'autre part, lorsque la chatte mère est convoquée par un humain, elle apparaît devant une fille blonde timide dans une école de magie. Le professeur de la fille félicite la jeune fille maladroite d'avoir réussi à invoquer un chat cid et lui demande d'expliquer à son nouveau familier où elle se trouve. Cependant, la fille est si timide qu'elle se met à trembler de la tête aux pieds dès que la chatte mère miaule. Voyant cela, la chatte mère réalise que cette fille a encore plus besoin d'aide que le bébé dragon. Peu après, la fille explique que tout le monde à l'école s'entraîne à invoquer des familiers,
mais qu'une amatrice comme elle a réussi du premier coup, alors que les autres luttent depuis des jours. Elle se demande même si tout cela n'est qu'un rêve, ce qui fait réaliser à la chatte mère que sa confiance en elle est au plus bas. À ce moment-là, elle décide qu'elle doit prendre très soin d'elle, puisque les autres chatons sont déjà presque adultes. Elle croit que c'est le destin d'avoir été invoqué ici pour élever cette pauvre fille, alors la chatte mère demande son nom, et la petite sorcière se présente comme Anne Rossa. Juste après que son familier lui ait dit de lui laisser tout gérer et de se concentrer sur ses études, Anne s'effondre, complètement choquée d'avoir entendu le chat parler, et reçoit quelques petites tapes sur la tête pour la réveiller. Plus tard ce jour-là, Anne retrouve son nouveau familier après les cours, qui la traîne immédiatement vers le terrain d'entraînement. Anne commence la leçon en lançant un aiguille de glace, créant un petit morceau de glace qui flotte lentement vers le mur avant de rebondir inoffensivement. Anne est excitée par sa puissance, mais son familier le prend pour une collation et se met à le mâcher comme une glace, laissant la fille complètement embarrassée alors qu'elle explique que c'est censé être de la magie d'attaque. Réalisant qu'Anne a besoin d'une démonstration appropriée, la chatte mère lève sa queue et tire un éclair qui laisse la jeune sorcière souffler. Après avoir expliqué que ce n'est qu'un sort simple qu'elle utilise pour étourdir les ennemis sans les blesser gravement, la chatte mère dit à Anne d'essayer. En entendant cela, la fille panique immédiatement parce que la magie de foudre est bien trop avancée pour elle, alors son familier lui dit d'observer attentivement le sort quelques fois de plus. À la troisième tentative, Anne pense enfin comprendre et lance une faible décharge électrique. Voyant cela, son familier réalise que les humains exécutent mieux la magie lorsqu'ils utilisent des incantations, alors Anne crie, éclaire, et réussit, ce qui la rend sincèrement fière de sa magie. Le lendemain matin, Anne dort paisiblement jusqu'à ce qu'une patte poilue la gifle pour la réveiller et la traîne pour une autre séance d'entraînement matinale sur le terrain d'entraînement. Son premier exercice est de lancer éclair encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature, et vider répétitivement son mana augmente également sa capacité mana globale. Lorsqu'elle est complètement épuisée, la chatte mère dit qu'il est temps de pratiquer le sort de glace à la place. Anne tire un autre morceau de glace faible qui se brise à l'impact. La puissance décevante la stupéfie, et elle ordonne à la sorcière épuisée de le relancer, lui apprenant que la magie peut être entraînée comme l'endurance. Plus tard à la cafétéria, Anne mange comme s'il n'y avait pas de lendemain, et ses amis remarquent qu'elle prend un petit déjeuner convenable pour la première fois. Les deux restent même ensemble pendant les cours parce que le professeur a fait une exception pour elle, puisque le chat l'aide dans ses recherches sur la façon dont les bêtes magiques sauvages élèvent leurs petits. Lorsque les élèves partent pour leur cours de l'après-midi, la chatte mère se faufile dans la forêt pour chercher le déjeuner, où elle chasse un ragem qui a un rubis brillant plein de pouvoirs magiques sur le front, et le croque joyeusement comme s'il s'agissait de bonbons. Après les cours, la chatte mère demande à Anne pourquoi elle est déjà épuisée après n'avoir lancé que quelques sorts. Anne répond qu'elle s'est beaucoup entraînée pendant son cours de l'après-midi. En entendant cela, son familier décide de lui enseigner un autre sort, mais Anne est sauvée par la cloche du dîner avant que la leçon ne commence. Cette nuit-là, la chatte mère aide le professeur dans ses recherches et explique que les enfants qu'elle cite quittent la maison beaucoup plus tôt que les autres espèces décrites dans son livre. Le professeur est stupéfait lorsqu'elle mentionne avec désinvolture qu'elle a également élevé d'autres bêtes magiques, et bien qu'elle ne connaisse pas leur nom, certains d'entre eux avaient même des ailes. Elle lui dit ensuite qu'elle vient de l'endroit que les humains appellent la forêt des débutants, et il explique que c'est comme un donjon débutant rempli de toutes sortes de créatures magiques. Ainsi, le professeur la remercie pour toute son aide, et ils appellent cela une nuit. Le lendemain matin arrive la partie de la journée qu'elle déteste le plus, prendre un bain dans le sort d'eau chaude d'Anne. La pauvre chatte loue la sorcière de génie qui peut lancer un sort d'eau aussi avancé à la température de douche parfaite sans même utiliser de baguette. Pendant qu'Anne la lave, la chatte mère essaie de se défiler en prétendant que les Kessites ne se douchent pas tous les jours, mais Anne insiste sur le fait qu'elle doit rester belle et propre si elle va assister aux cours avec elle tous les jours. Avant le coucher, les deux étudient ensemble la langue humaine, et la chatte mère n'avait jamais imaginé qu'elle apprécierait un jour de vivre et d'apprendre aux côtés d'un humain. Un jour, alors que les élèves s'entraînent à la magie d'invocation, ils font venir par accident des bêtes démoniaques du monde souterrain. Les professeurs ordonnent immédiatement à tout le monde d'utiliser la magie d'attaque et de veiller à ce qu'aucune ne s'échappe de l'enceinte de l'école. À ce moment-là, Anne arrive et lance éclair, grillant instantanément les chauves-souris démoniaques et donnant l'impression que tout est sous contrôle. À cet instant précis, un monstre beaucoup plus grand émerge du cercle d'invocation, laissant les professeurs horrifiés alors qu'ils réalisent qu'il s'agit d'un démon supérieur. Pendant ce temps, la chatte mère sourit de surprise en revoyant la créature après si longtemps, et la mâchoire de tout le monde tombe de stupeur alors que le puissant démon l'appelle « maman ». Le démon supérieur lui raconte joyeusement comment il a cherché dans la forêt après avoir appris qu'elle avait été convoquée dans un lieu inconnu, et au cours de cette recherche, il a rencontré son frère dragon Pleurnichard. Lorsqu'elle lui demande des nouvelles de ce Pleurnichard et des autres, il dit qu'ils vont tous bien, mais qu'elle devrait les voir car ils sont encore traumatisés par sa disparition soudaine. En entendant tout cela, le professeur essaie de parler, mais elle l'interrompt en expliquant qu'il est l'une de ces bêtes magiques ailées qu'elle a élevées. Le grand gaillard essaie d'expliquer qu'il est un démon,
pas une bête magique, mais elle remarque que c'est fondamentalement la même chose, puis suggère avec enthousiasme d'utiliser cette connexion avec le monde souterrain comme l'occasion parfaite pour transformer la zone d'invocation en donjon. Le démon supérieur supplie de n'être venu que pour fermer la porte car elle est dangereuse, mais la chatte-mère rejette cette idée, disant que tout ira bien tant qu'il gardera les monstres dangereux sous contrôle. Le démon demande curieusement ce qu'elle fait ici. Elle agite timidement ses deux queues et dit fièrement qu'elle forme la petite âne. Voyant cela, le démon supérieur panique, remarquant que son mana a tellement augmenté qu'elle a évolué en une autre espèce, probablement parce qu'elle a mangé trop de ragem. Sur ce, elle fait signer au professeur un contrat avec le démon pour créer un véritable donjon sous l'école de magie, ce qui la transforme progressivement en l'académie de magie la plus prestigieuse de la région au fil des années. De nombreuses années plus tard, un élève partage avec excitation la nouvelle que l'académie a un nouveau professeur portant le titre de Tempête de Givre, qui, selon la rumeur, serait un monstre qui submerge ses ennemis avec un fouet de foudre et des lances de glace. Les élèves se faufilent hors de la classe et la reconnaissent immédiatement grâce au célèbre chat à deux queues qui sert de Tempête de Givre, qui est familier. Plus tard ce jour-là, la chatte-mère retrouve avec joie le professeur, qui est maintenant le directeur de l'académie. Elle demande des nouvelles du donjon et le remercie d'avoir si bien pris soin de son petit démon infernal malgré son horrible personnalité. En entendant cela, le démon supérieur surgit soudainement sous une forme adorable et demande ce qu'elle fait dans le monde souterrain. Elle est offensée que ce soit les premiers mots qu'il adresse à sa mère après tout ce temps, tandis que les autres professeurs de magie regardent avec stupéfaction la forme miniature de chat du démon supérieur. Lorsque la chatte-mère révèle qu'elle est venue lui rendre visite, le démon supérieur se plaint que le chemin vers sa salle la plus profonde dans le donjon est rempli de monstres dangereux. Cela l'offense encore plus car elle n'est pas une vieille dame fragile qui ne peut pas affronter quelques monstres. De plus, il a impoliment interrompu sa conversation avec le directeur. Pendant que la chatte-mère s'excuse pour le comportement de son bon à rien de fils, il la traîne rapidement dans sa salle du donjon, où elle lui dit qu'elle prévoit de vivre à nouveau à l'académie. En entendant cela, il la supplie de ne pas le traiter comme son bébé devant les élèves parce qu'il a une image fière à maintenir. Elle accepte, mais l'air suffisant sur son visage montre clairement qu'elle n'est pas sérieuse à ce sujet. Plus tard, le directeur rassemble tous les élèves dehors pour présenter leur nouveau professeur. Cependant, leur excitation rend Anne si nerveuse qu'elle se fige sur place comme une sculpture de glace. Son familier s'excuse auprès de tout le monde et explique qu'Anne est peut-être timide, mais qu'elle est un génie en matière d'enseignement de la magie. Elle ajoute également que si quelqu'un ne comprend toujours pas les leçons, il est le bienvenu pour venir la voir pour un entraînement impitoyable. Ce commentaire idiot aide Anne à se calmer suffisamment pour enfin se présenter. Quelques jours plus tard, l'un des élèves d'Anne lui demande pourquoi elle ne peut pas dépasser le 17e étage alors que sa magie est plutôt bonne. Anne explique que bien qu'elle utilise bien la magie, sa capacité mana est encore très faible. L'élève pleure qu'il n'y a aucun espoir pour elle, mais Anne lui apprend que la magie peut être entraînée comme l'endurance. Elle admet que sa propre capacité mana était encore pire, alors elle s'est entraînée chaque matin avant le petit déjeuner jusqu'à épuisement. Le lendemain matin, l'élève est choqué de trouver Anne déjà en train d'attendre sur le terrain d'entraînement pour pratiquer la magie à ses côtés, et elle est émue aux larmes que son professeur passe du temps à aider une ratée aussi désespérée. La chatte-mère intervient pour encourager la fille et révèle qu'Anne était autrefois une faible dont les aiguilles de glace ressemblaient plus à des glaçons. Pourtant, son entraînement spartiate et le travail acharné d'Anne ont fait d'elle une excellente mage de cour. Depuis ce jour, Anne s'entraîne avec son élève chaque matin. Lorsque les amis de la fille découvrent ces séances d'entraînement secrètes injustes, ils se joignent avec enthousiasme à elle. De nombreux mois passent jusqu'au jour où un groupe franchit enfin le dernier étage du donjon du démon supérieur. Alors qu'ils célèbrent, ils sont déçus que le démon supérieur ressemble à une statue après que leur professeur leur ait dit qu'il avait une forme de chat mignonne. En récompense, il leur laisse voir sa forme de chat adorable, même s'il sent sa dignité s'effacer à chaque seconde qui passe. Plus tard ce jour-là, le directeur convoque Anne pour la féliciter d'avoir si bien enseigné à ses élèves, et elle profite de l'occasion pour présenter une nouvelle idée. Elle propose de laisser les étudiants diplômés entreprendre des quêtes de guilde comme leçons pratiques sous la direction d'aventuriers expérimentés. Le directeur hésite parce que cela ferait de l'académie de magie bien plus qu'une simple école, mais Anne lui dit de lui laisser tout gérer. Ainsi, elle organise le tout premier exercice sur le terrain où les étudiants s'aventurent dans la forêt aux côtés d'aventuriers chevronnés tandis que son équipe de secours reste en alerte, prête à intervenir lorsqu'une fusée de détresse est tirée. À ce moment-là, elle repère l'une de ces fusées et se téléporte immédiatement pour aider. Au coucher du soleil, tout le monde rentre sain et sauf, mais les élèves d'Anne sont déçus de n'avoir pas attrapé une seule bête magique comme les autres groupes. Anne les encourage en leur disant que c'était leur tout premier exercice sur le terrain, et que la précieuse expérience de combat acquise en rentrant sain et sauf est ce qui compte vraiment, et qu'elle est très, très fière d'eux tous. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Anne et son familier versent des larmes de joie alors que le directeur félicite les étudiants de devenir des mages accomplis. Grâce aux nouvelles leçons pratiques,
l'Académie produit de nombreux mages de haut niveau qui ont tous une histoire unique. Quelques jours plus tard, le chat dragon profite de son sommeil paisible tandis que 3 jeunes chats jouent à proximité. Pendant la saison des amours, les chattes-mères viennent généralement dans sa grotte pour mettre bas, et cette fois il voit 2 couples de chats arriver, dont l'un qu'il a également vu l'année dernière. Le dragon remarque que l'une des mères s'est blessée à la patte, et il s'énerve lorsqu'elle dit qu'un humain en est la cause. Cependant, elle explique qu'elle voulait seulement un endroit sûr pour accoucher dans sa grotte. À ce moment-là, il déploie ses ailes et s'envole sans un mot, ce qui laisse les couples de chats perplexes et inquiets. Le chat dragon n'arrive pas à croire que les humains n'apprennent toujours jamais, même après son avertissement sévère de ne jamais chasser les chats sauf pour se nourrir. À cet instant, il entend un chat crier et voit 3 Kessites utiliser leur magie pour battre 2 aventuriers déjà ligotés. Le chat dragon est stupéfait par la scène, alors il demande aux 3 ce qu'ils font. Ils expliquent que les humains sont les méchants, alors ils veulent leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ils crient après les 3 imbéciles parce qu'ils devraient se concentrer sur la protection des chattes-mères avant de partir punir les agresseurs. Néanmoins, les chats insistent sur le fait que ces humains sont de vraies raclures venues d'une nation lointaine. Cela permet aux dragons de se calmer un peu car ils ne viennent pas du royaume voisin. Après cela, les 3 se préparent à faire souffrir les méchants, mais le dragon les arrête parce que la mort d'étrangers sur le territoire du royaume pourrait déclencher une guerre, et ce serait mauvais pour tout le monde. Au lieu de cela, il suggère de remettre les humains au royaume pour qu'ils soient punis, et le trio accepte immédiatement. Alors qu'ils emportent les humains, il demande au chat dragon s'il viendra avec eux, mais il leur fait savoir qu'il a des bébés à mettre au monde. De retour à la grotte, le chat noir l'appelle en panique parce que sa femme est en travail, et il ne sait pas quoi faire. La chatte-mère a l'air tout aussi perdue, mais le dragon remarque que sa patte blessée est complètement guérie, et le chat noir explique qu'il a utilisé la magie de guérison. En entendant cela, il est très agacé alors qu'il explique que la magie rend les bébés chatons trop énergiques et qu'ils essaient de sortir trop tôt. Après avoir calmé un couple paniqué, l'autre chatte-mère entre également en travail, ce qui lui fait se demander s'il y a une sorte d'effet domino. Peu de temps après, les bébés chats naissent en bonne santé, et les jeunes chats regardent avec bonheur les adorables petites boules de poils roulées partout. Le dragon leur rappelle qu'ils ressemblaient exactement à cela il y a 1 an, et qu'ils grandiront tout aussi vite, donc ils ne doivent pas négliger leur entraînement à moins de vouloir que les petits se moquent d'eux plus tard. Ainsi, les adultes les emmènent aux falaises rouges pour s'entraîner à la chasse. Alors qu'ils les regardent partir, le dragon remarque que l'un des bébés chats se faufile vers ses griffes et utilise une attaque de morsure, ce qui fait penser fièrement à son père qu'il deviendra un chasseur redoutable quand il sera grand. 2 mois plus tard, le chat dragon retourne dans sa grotte, et les chattes-mères laissent les bébés chatons sous sa garde pendant qu'elles partent chasser de la nourriture. Dès que Griff voit Monsieur L, il dit qu'il veut ses griffes et commence à les mordiller. Il refuse de lâcher prise et se tient même sur ses pattes arrière comme un humain. Cela fait penser au chat dragon que vivre avec les humains est encore aussi dangereux que sauter dans le feu, même si tous les chats qui ont déménagé en ville sont devenus de bons amis avec eux. Il enseigne aux petits qu'ils doivent rester dans la forêt, mais Griff n'entend pas un seul mot car il est bien trop occupé à mordiller ses grosses griffes. 6 mois plus tard, le chat dragon commence la journée en enseignant à tous la magie de chasse, et la première leçon est la magie de métamorphose qui leur permet de changer de forme pour devenir plus grands ou plus petits. Les bébés chats deviennent fous lorsqu'ils le voient dans sa forme de chat et commencent à jouer avec ses ailes et sa fourrure duveteuse au lieu d'apprendre quoi que ce soit. Ensuite, il leur apprend que la chasse est l'art d'utiliser les griffes et les crocs pour porter un coup fatal avant de manger leur proie, mais il les avertit que la proie ne restera pas là à les regarder faire. Puis il se transforme en un énorme grizzly et les horrifie complètement, ce qui est sa façon pratique d'enseigner que les proies s'enfuient lorsqu'elles sentent qu'elles sont dévorées. Comme ils l'ont fait, certaines proies ripostent aussi avec de la magie, donc la meilleure contre-magie est plus de magie. Après cela, il reprend sa forme de chat et leur demande de s'approcher pour qu'il puisse leur enseigner la foudre, le sort le plus puissant transmis de génération en génération. Il remarque que Griff s'est enfui et s'est caché quand il s'est transformé, ce qui le surprend. Plus tard, le prince vient rencontrer le chat dragon, et il devient le premier humain à atteindre sa grotte dans la forêt. Les bébés chats demandent avec confusion ce qu'est cet animal à 2 pattes, alors leur père explique qu'il est le prince du royaume humain. Son fils est confus de ne ressentir aucune peur envers l'humain, alors son père explique que certains humains sont des amis. Lorsqu'il voit le prince s'amuser avec les autres, il commence à rêver de visiter la cité humaine, et c'est exactement pourquoi le chat dragon ne voulait pas rencontrer le prince. Après cela, il entraîne les petits à chasser en formation, mais Griff est toujours distrait ou brise la formation en cours de route. Le chat dragon sent un danger à proximité, alors il leur ordonne de se cacher dans un arbre. Dans une clairière voisine, il leur apprend que les créatures à 2 pattes avec des tenues bizarres sont un type d'humains appelés aventuriers, et ceux qu'ils affrontent sont des loups féroces. Quand l'un des petits remarque que les humains ont de très grandes griffes, il explique que les humains n'ont ni griffes ni crocs, donc ils utilisent des armes pour chasser à la place. Les jeunes chats sont émerveillés d'apprendre que certains humains utilisent la magie comme eux, et il explique que certains sont incroyablement forts physiquement,
tandis que d'autres sont très faibles sans leur magie. Alors que les loups bondissent sur les aventuriers, le guerrier chauve en écrase un avec sa masse de fer, et la guerrière en tranche un autre en deux. Les jeunes chats sont stupéfaits par leur puissance, mais ce qui les excite le plus, c'est le mage qui lance un éclair pour griller deux loups comme ils le font. Après cela, les chats sont heureux d'avoir pu regarder les humains en action, et le chat dragon est content qu'ils aient acquis une certaine expérience pratique. Cependant, il est surpris de voir des aventuriers vétérans qui ne viennent généralement pas dans la forêt. À ce moment-là, Griff commence à s'extasier sur la coolitude de l'utilisateur de magie humaine, et il croit que le gros bâton rempli de mana qu'il a utilisé pour lancer l'éclair était évidemment sa queue. Il n'arrête pas de harceler toute la nuit, alors il se réveille en retard le lendemain matin. Il rejoint les autres chats dehors alors qu'il regarde le chat dragon dire aux jeunes chats qu'ils sont prêts à quitter le nid, et chaque chat de la forêt peut choisir où et comment il veut vivre. Il demande leur plan, donc les deux premiers répondent qu'ils veulent vivre dans le royaume humain, tandis que le troisième dit qu'il construira son propre territoire autour du lac. En entendant cela, le chat dragon respecte leurs souhaits et leur rappelle qu'ils peuvent toujours venir le voir pour obtenir de l'aide. Les jeunes chats disent au revoir, et ils encouragent les petits à prêter attention aux leçons strictes de Monsieur Wing ou ils mourront de faim après avoir quitté le nid. Le chat dragon précise que les petits n'ont pas le droit de paresser parce qu'ils partiront aussi l'année prochaine. En un clin d'œil, une autre année passe et la nouvelle portée de chatons naît. Ils jouent avec leurs frères et sœurs, et les parents ainsi que le chat dragon se remémorent à quel point ils ont grandi vite en seulement un an. Il leur rappelle également qu'ils doivent donner le bon exemple à leurs petits frères et sœurs. Un bébé chat attrape les pattes de sa sœur et se tient debout pour la première fois, et quelques jours plus tard, elle étonne tout le monde en apprenant déjà à chasser une souris. Les jeunes réalisent que les bébés grandissent bien trop vite et qu'ils sont déjà surpassés à tous les niveaux par les chatons. Ils tiennent une réunion pour trouver comment prouver leur dominance, et le chat noir suggère d'abattre le grand gaillard, ce qui excite Griff à élaborer un plan magistral. Au coucher du soleil, ils se rassemblent une dernière fois et touchent leurs pattes avant de partir. Une heure plus tard seulement, ils reviennent la queue haute et choquent tout le monde à la maison avec l'énorme grizzly qu'ils ont chassé seul flottant au-dessus d'eux. Les petits chantent leurs louanges, et ils se vantent fièrement auprès de Monsieur Wing qu'ils l'ont abattu avec le plan magistral imaginé par Kiratama. Cependant, le dragon se met en colère et demande aux imbéciles qui ont clairement oublié sa règle de se cacher et de fuir pour sauver leur vie chaque fois qu'ils voient un ours ou un humain. Avant d'être rôtis par son souffle de feu, ils attrapent leurs frères et sœurs et jurent qu'ils ont de la chance d'avoir survécu et qu'ils ne devraient jamais combattre un ours. La nouvelle des élèves du chat dragon qui ont chassé un ours se répand dans toute la forêt, et tout le monde croit qu'ils deviendront amis avec le roi humain. Bientôt, le jour où les 7 chats célèbres doivent quitter le nid arrive enfin, alors Monsieur Wing demande comment et où ils choisissent de vivre leur vie. Le premier veut élever beaucoup de bébés, le deuxième choisit de vivre près du lac, et le noir veut revendiquer un territoire lointain où il y a des tonnes de souris savoureuses à manger. Les 3 autres choisissent de vivre dans le royaume humain, ce qui ne le surprend plus. Enfin, il demande à Griff ce qu'il veut devenir, et le gars Loki répond « aventurier humain ». Les autres ne sont même plus choqués par les idées farfelues du gars, mais Monsieur Wing exige de savoir comment il prévoit de devenir un aventurier humain alors qu'il est évidemment un chat. Avec un sourire suffisant, Griff rougit en révélant quelque chose qu'il a longtemps pratiqué. Il lève sa queue et se transforme en un garçon parfaitement humain avec un bâton magique, laissant tout le monde bouche bée. Ses frères et sœurs réalisent que Monsieur Wing est furieux et sur le point d'exploser, alors ils prennent tous la fuite tant qu'ils le peuvent encore. Monsieur Wing leur dit de revenir ici, mais ils l'ignorent complètement, et les chats qui ont choisi de vivre dans le royaume humain le montent même comme un cheval. Voyant cela, les bébés chats font joyeusement signe au revoir à leurs grands frères et sœurs. Alors que les chats partent pour le royaume humain, leurs parents rient aux éclats parce que c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un quitter la forêt de cette façon. Même le chat dragon se rend aux fauteurs de troubles et leur souhaite de rester en sécurité et de vivre des vies heureuses dont ils peuvent être fiers. De nombreuses années plus tard, le chat noir erre dans les rues du royaume humain parce que le dragon impérial lui a demandé de visiter le château royal puisque le roi humain a enfin eu un enfant. Le chat dragon s'excuse de l'envoyer à sa place et l'assure qu'il peut revenir après s'être simplement montré. Il se répète même 2 fois pour bien faire comprendre que la visite sera super courte. Ainsi, le chat noir accepte pour le bien de son oncle. Bien qu'il ne puisse s'empêcher de penser que le chat dragon est plutôt gentil pour quelqu'un qui prétend ne pas aimer les humains. À ce moment-là, il réalise que tous les chats et les humains suivent le même emploi du temps, donc tout le monde dort déjà, et il n'y a personne pour demander son chemin. Heureusement, il est évident que le grand bâtiment avec les tours devrait être le château royal. Les pattes et la queue du chat noir s'illuminent de magie devant, ce qui lui permet de grimper de toit en toit et de se frayer un chemin à l'intérieur du château royal. Il oublie le nom du partenaire chat du roi qu'il prévoyait de questionner sur l'emplacement de la princesse, alors pour l'instant, il décide de trouver un endroit où dormir pour la nuit. Il se dit que la fenêtre au-dessus offre une belle vue, alors il saute sur le rebord et remarque que la fenêtre est déjà ouverte. Alors qu'il découvre pour la première fois le tapis moelleux à l'intérieur de la chambre, il entend un bébé pleurer et grimpe sur le lit. Là,
Il trouve un petit humain. À ce moment-là, le prince se réveille et effraie le chat noir avant d'éclater en pleurs encore plus fort. Voyant cela, le chat noir agite doucement sa queue devant le prince, qui sourit immédiatement et se met à jouer avec la fourrure duveteuse à la place. Le chat noir rit en lui-même que le petit soit comme un bébé chaton. Juste alors, la servante de la princesse entre et se demande s'il est sa majesté, le dragon impérial, mais le chat noir explique qu'il est juste un autre chat de la forêt qui cherchait un endroit pour dormir quand il a trouvé le bébé qui ne lâche pas sa queue. La servante sourit et dit que le prince doit vraiment l'aimer si le pleurnichard a arrêté de pleurer. En entendant cela, le chat noir s'inquiète parce qu'il était censé rencontrer d'abord les parents de la princesse, alors il demande poliment à la servante d'informer le roi qu'il lui rendra visite plus tard. Le lendemain matin, le nouveau roi loue bruyamment le chat noir héroïque qui a un jour abattu un ours. Pendant ce temps, le chat noir pense tranquillement que le roi n'est ni plus petit ni plus silencieux qu'un ours lui-même. Après les présentations, le roi demande si le chat noir aime son fils, mais le chat noir répond qu'il ne peut pas décider avant de voir quel genre d'enfant le prince deviendra. Le roi rit et dit que c'est tout le contraire de la façon dont il a rencontré son propre partenaire chat. Ensuite, il suggère que Seigneur Chat Noir devrait rester aux côtés du prince avant de prendre sa décision. Il ajoute qu'il ne prétendra pas que Seigneur Chat Noir est sûr d'aimer le garçon parce que seuls les parents stupides disent des choses comme ça. Le large sourire du roi et le sourire encourageant de son partenaire chat font céder le chat noir sous la pression. Le lendemain, Kirabin regarde le prince faire des bruits de bébé et se demande comment il est censé juger quel genre de personne il deviendra. Le prince se met soudain à pleurer, alors Kirabin agite rapidement sa queue pour le calmer et réalise qu'il va rester ici longtemps. Après cela, les deux jouent ensemble tous les jours jusqu'à ce que le prince devienne assez grand pour grimper à son premier arbre. Un jour, il demande à la servante où est Kirabin et se dirige vers le terrain d'entraînement où le roi explique qu'il a envoyé ses soldats dans un pays voisin qui combat l'armée du roi démon. Le roi avoue qu'il aimerait aussi rejoindre la bataille, mais Kirabin lui fait remarquer qu'il est le souverain d'un royaume et ne peut pas faire la guerre juste parce qu'il le souhaite. Le prince écoute silencieusement son père souhaiter pouvoir revenir à ses jeunes années où il pouvait librement visiter la forêt ou devenir aventurier. En entendant cela, Kirabin rit et rappelle au roi comment il avait l'habitude de s'aventurer dans la forêt pour se faire poursuivre par des ours. Le roi confirme que c'est exactement pourquoi il sait à quel point c'est incroyable pour un chat d'abattre un ours. Le partenaire chat du roi dit à son fils que le chat noir est un grand héros parmi les Kessites parce qu'aucun autre chat n'a jamais chassé un ours auparavant. Kirabin répond humblement qu'il ne l'a pas fait seul, ce qui fait demander avec excitation au partenaire du roi s'il est l'un des 7 chats légendaires. En entendant tout cela, le prince lui demande un défi plus difficile que de grimper à un arbre, alors Kirabin le taquine pour voir s'il peut résister à jouer avec sa queue. Pendant ce temps, une énorme foule se rassemble aux portes de la ville pour accueillir les héros qui ont vaincu l'armée du roi démon. Quand un garçon demande à son père de quel pays ils viennent, il explique que ce sont des aventuriers qui travaillent pour toute nation qui a besoin d'eux. À l'intérieur du château royal, le prince regarde avec excitation le roi tenir une cérémonie pour féliciter les héros, mais Kirabin est stupéfait lorsqu'il aperçoit Kiratama parmi les aventuriers. Cela signifie que le rêve de son frère de devenir aventurier s'est enfin réalisé, donc il peut oublier de devenir celui qui vaincra le roi démon. Plus tard dans la soirée, tout le monde cherche le prince disparu, mais Kirabin comprend immédiatement qu'il se cache dans un arbre. Le prince rit et dit que l'intelligence de son ami ne cesse de l'impressionner. Après cela, le prince supplie Kirabin de lui enseigner la magie, mais essuie un refus parce que l'entraînement magique n'est pas autorisé avant l'âge de 8 ans, mais le prince n'est pas déçu car il est encore excité après avoir vu de vrais aventuriers qui ont la même aura cool que son père. Il déclare probablement qu'il deviendra aussi un aventurier aussi fort que le roi lui-même, puis se corrige et dit qu'il veut devenir aussi fort que Kirabin, afin d'être digne de se tenir aux côtés du chat héros. Pour cela, il croit qu'il doit d'abord apprendre la magie. Ces mots font réaliser au chat noir qu'il a trouvé un prince vraiment intéressant, et il dit que devenir un grand mage seul ne suffit pas parce que les humains ont aussi besoin de crocs et de griffes acérées, qui sont leurs armes. Le prince dit qu'il est prêt à apprendre l'épée, mais Kirabin lui apprend aussi qu'il doit apprendre à parler comme un vrai aventurier. Sur ce, les deux quittent leur confortable chambre du château royal et partent pour une aventure. Quelques années plus tard, toute la ville est choquée de voir un garçon à moitié nu traînant un ours mort au milieu des rues tout en demandant son chemin vers la guilde. Le personnel de la guilde est stupéfait et demande où le prince l'a trouvé, alors il rit avec désinvolture qu'il l'a en quelque sorte trouvé dans la forêt, ce qui les rend immédiatement soupçonneux. Bien que le prince soit trop innocent pour comprendre comment fonctionne la société, Kirabin se sent mal de ne pas pouvoir beaucoup aider en tant que chat ignorant lui-même. Pendant que le prince essaie de convaincre le personnel de l'enregistrer à la guilde, Kirabin se souvient combien de temps ils ont planifié pour arriver à ce jour et à quel point il a été difficile de s'échapper du château. Quand le prince n'a que 12 ans, il charme toutes les jeunes filles nobles au bal du royaume avec son beau visage et ses mouvements de danse élégants. L'une des filles demande curieusement qui il est, alors son ami explique qu'il est le prince Stanlido du royaume, et que la rumeur est vraie selon laquelle tous les royaux du royaume ont un partenaire chat magique. De retour dans sa chambre,
Le prince se détend enfin et se plaint d'être fatigué de devoir gérer toutes les jeunes femmes qui essaient de le séduire. Il aime être complimenté en tant que jeune homme bien, mais dit qu'il est encore trop jeune pour la romance. Le prince demande pourquoi les jeunes femmes sont si désespérées de trouver un bon mari, alors qu'Hirabin explique que c'est leur façon de chasser, se maquiller et leur arme. Les commérages sont leur moyen de recueillir des informations et d'effrayer les rivales, et des événements comme le bal sont leur terrain de chasse. En entendant cela, le prince s'inspire des dames et décide de se lancer dans la chasse lui-même. Cela rappelle à Kirabin qu'il n'a pas chassé depuis longtemps, alors le prince révèle que cela va bientôt changer puisque tout est prêt comme prévu. Le jour de l'anniversaire du roi, la sécurité est renforcée. Le roi est distrait par tout le monde qui le flatte, et les chats du château sont occupés à attendre avec impatience le feu d'artifice. Alors, Kirabin prétend qu'il va partir tôt pour trouver une bonne place sur le toit du château, tandis que le prince s'excuse en disant qu'il est fatigué et veut se reposer avant le grand spectacle. Le roi accepte volontiers puisqu'il a travaillé dur toute la journée. Cependant, lorsque le feu d'artifice commence, un messager se précipite pour informer le roi que le prince a disparu, laissant un message disant qu'il est parti en voyage. Le roi est choqué d'avoir été complètement berné parce que son fils avait parlé de devenir aventurier depuis qu'il était tout petit. Avec le recul, il admet qu'il était suspect de voir le prince si bien se comporter ces derniers temps. Même ainsi, il souhaite bonne chance à son fils, et son partenaire Chal assure que le prince s'en sortira bien car il a un héros à ses côtés. Après cela, les deux traversent la forêt des débutants et se dirigent vers un pays voisin, où le prince se coupe les cheveux pour cacher son identité. Son plan de génie est de prétendre être un simple plouc et de vendre un loup ou un ours à la guilde pour gagner de quoi vivre. Ensuite, il invente le faux nom Stan à utiliser à la guilde, et son partenaire suggère qu'il trouve un endroit où dormir pour la nuit. Stan grimpe sur une branche d'arbre et s'effondre comme une bûche parce qu'il pense qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr, tandis que Kirabin souhaite qu'il puisse dormir quelque part d'un peu plus confortable. Le lendemain matin, Kirabin se réveille courbattu et embarrassé d'être devenu si mou après avoir dormi sur des oreillers pendant des années. Il regarde en bas et trouve le prince déjà éveillé. Stan explique qu'il a caché ses vêtements royaux et mis un déguisement de villageois, alors son partenaire lui rappelle que les villageois portent aussi des vêtements, mais Stan argue que ses vêtements de prince sont bien trop élégants. Alors qu'il commence à avoir faim, il aperçoit un lapin et laisse Kirabin sans voix après avoir bondi sur la pauvre bête et l'avoir mangé cru comme un animal sauvage. Lorsque Kirabin lui demande si cela ne va pas le rendre malade par souci, Stan explique qu'il a renforcé son corps avec de la magie, puis rit d'avoir oublié de garder la peau du lapin en un seul morceau pour en faire des sous-vêtements. À partir de ce jour, Stan passe de nombreux jours dans la nature à s'entraîner à la chasse et à la magie. Kirabin finit par lui demander pourquoi il ne prend jamais de bain. Stan explique que se laver n'est pas très courant dans d'autres pays, et que rester sale rend son déguisement de PNJ villageois plus convaincant. Les cicatrices de l'entraînement dans la nature aident aussi, mais il souhaite toujours trouver un loup ou quelque chose de valeur à apporter à la guilde. Alors que Kirabin fait remarquer que les loups chassent en meute, et qu'il ne peut pas affronter une meute entière seul, ils entendent un ours grogner de l'autre côté de la rivière, alors le chat dit immédiatement au prince de battre en retraite. Cependant, Stan argue qu'il a appris la magie et la chasse du chat héros, donc il n'est pas question qu'il fuit maintenant. En entendant cela, Kirabin essaie de lui faire entendre raison, mais le prince forme une épée de foudre de fortune et charge droit sur l'ours en demandant à son maître de le sauver s'il est sur le point de mourir. Cela énerve tellement Kirabin qu'il tue l'ours d'un seul sort de foudre. Après cela, Stan vend les morceaux de l'ours pour de l'argent et s'excite en essayant le nouvel équipement qu'il achète avec ses propres gains comme un vrai aventurier. Kirabin est content que l'ours se soit bien vendu, mais lui rappelle que l'équipement d'un aventurier doit toujours correspondre à sa force. En entendant cela, Stan admet que son arme actuelle n'est rien de spécial, et qu'une épée capable de conduire la magie lui conviendrait bien mieux. Il promet de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il trouve une épée digne d'un héros, mais il doit d'abord commencer son aventure. Le lendemain, Stan remercie les gens pour leur chaleureuse hospitalité, mais les habitants sont encore soupçonneux que le gamin ne soit pas un simple amateur ordinaire. Après tout, il voyage avec un Tchatsit, peut lui-même utiliser la magie, et a assez de force pour traîner un ours d'une seule main. À ce moment-là, une femme arrive portant une affiche de disparition d'un certain garçon voyageant avec un chat magique. De retour dans la forêt, un chat blanc fait de son mieux pour obtenir la permission de l'oncle Wing de quitter la forêt, de voir le monde extérieur, d'explorer des endroits qu'aucun chat n'a jamais visités, et de les faire siens. Même alors, le chat dragon l'avertit que le monde extérieur est plein d'êtres dangereux comme les humains et les ours, ainsi que de mauvaises bêtes magiques comme celles des montagnes de l'Est, mais le chat blanc a déjà entendu ce discours 1000 fois. Plus tard, il réalise que la seule chose qui l'empêche de quitter la forêt est l'oncle Wing, alors il continue d'importuner son oncle pendant des mois, mais le chat dragon refuse à chaque fois. Un jour, alors qu'il admet sa défaite, le chat blanc est très excité. Cependant, l'oncle Wing n'accepte qu'à la condition qu'il porte un traceur magique pour que son oncle connaisse sa position en tout temps. Le chat blanc accepte joyeusement, et ainsi, il sort de la forêt. Le premier endroit qu'il visite,
bien sûr, est la montagne dangereuse dont il a entendu parler qu'elle est pleine de gros méchants ours et de bêtes magiques. Avant de se jeter dans le danger, le chat blanc décide de trouver de la bonne nourriture autre que des rats pour récupérer ses forces. À ce moment-là, il repère un endroit qui devrait avoir beaucoup d'oiseaux et de fruits. Effectivement, il trouve de nombreux oiseaux savoureux prêts à être mangés, mais alors qu'il se prépare à les chasser, il remarque une fille humaine que les oiseaux ne sentent pas du tout approcher, ce qui l'impressionne. À cet instant, la fille jette son filet sur un oiseau et l'attrape avec succès, mais elle s'écrase douloureusement de l'arbre juste après. Comme le chat blanc se sent mal pour l'humaine, il lui tapote la tête pour vérifier si elle est vivante et lui dit que ses méthodes de chasse sont bien trop dangereuses. La fille se demande si elle s'est cogné la tête trop fort cette fois parce qu'elle entend un chat parler, mais le chat blanc l'éduque en lui disant que tous les chats peuvent parler et que toute sa famille parle la langue humaine. Sur ce, il dit à la fille qu'elle est bien trop imprudente et que ses méthodes ne sont pas vraiment efficaces, mais elle dit qu'elle fonctionne très bien et qu'elle ne connaît pas de meilleure façon de chasser. Le chat blanc est confus que ses parents ne lui aient jamais rien appris, alors la fille révèle doucement qu'elle est orpheline. Lorsque le chat blanc apprend qu'elle vit avec un prêtre et 6 autres enfants, il compte sur ses petites pattes potelées et réalise qu'elle travaille dur pour nourrir une si grande famille, alors il lui propose de l'aider à chasser plus de nourriture et pense que leur rencontre doit être le destin. La fille doute qu'un mignon petit chaton puisse chasser, mais il se vante que les chats sont des chasseurs très habiles. Quelques instants plus tard, il la laisse complètement ébahie en attrapant à la fois un lapin et un oiseau avec sa magie de foudre. Pendant que le chat blanc lui raconte joyeusement tous ses rêves, la fille commence à dépecer les animaux. Voyant cela, il demande ce qu'elle fait, puis s'illumine quand elle lui dit que c'est pour de la soupe, un plat légendaire dont il a tant entendu parler par les chats qui vivent dans les villes humaines. En entendant cela, la fille accueille chaleureusement le chat blanc pour qu'il vienne manger chez elle, et les deux se dirigent vers sa maison, où le chat blanc devient instantanément populaire auprès des enfants. Il le félicite d'avoir aidé leur sœur à rassembler autant de viande, mais le chat est offensé puisqu'il a chassé la majeure partie lui-même. Alors que les enfants sont stupéfaits qu'un chat puisse parler, leur grande sœur dit fièrement qu'elle a aussi attrapé un oiseau. À ce moment-là, le prêtre apparaît soudainement derrière Gali et lui rappelle qu'il lui a dit d'arrêter de chasser parce qu'elle revient toujours blessée. Le chat blanc est content que quelqu'un veille sur elle, mais quand Gali prétend qu'elle ne s'est pas du tout blessée, il la dénonce pour s'être plutôt abîmé le nez. Le prêtre le remercie pour son aide, mais le chat blanc plaisante en disant qu'il est intervenu seulement parce que Gali est ridiculement mauvaise à la chasse et qu'elle lui a promis de la soupe. Pendant que le prêtre le remercie à nouveau, Gali essaie de s'esquiver, mais le prêtre l'arrête et lui fait la leçon sur la nécessité de changer ses habitudes. Le chat blanc ne peut s'empêcher d'être satisfait après qu'elle se soit fait gronder pour avoir été vilaine, mais son humeur suffisante ne dure pas longtemps car les enfants l'entourent soudainement et le caressent bien plus fort qu'il ne s'y attendait. Il le supporte puisque ce ne sont que des enfants, mais un vilain enfant commence à lui tirer la queue. Heureusement, Gali le sauve en appelant tout le monde parce que le dîner est prêt. Comme c'est la première fois qu'il voit de la soupe, il est extrêmement excité. Après que le prêtre ait dit une prière, ils commencent tous à manger, et au moment où le chat blanc goûte à cette bonté divine, il ne peut s'empêcher de finir tout le bol. Il décide que Gali est né pour faire de la délicieuse soupe. Cette nuit-là, Gali dit à tous les enfants que l'heure du chaton est terminée et qu'ils doivent aller au lit. Une fois qu'ils sont partis, le prêtre demande au chat blanc de venir dans sa chambre un moment. Il ouvre la porte avec une clé magique et révèle que tout l'équipement à l'intérieur provient de l'époque où il partait à l'aventure avec ses amis, y compris la forêt d'où vient le chat blanc. Ensuite, le chat blanc lui raconte à quel point il a été difficile d'obtenir la permission de l'oncle Wing pour quitter la forêt et revendiquer un nouveau territoire. Le prêtre l'avertit également que les montagnes sont très difficiles à traverser et lui montre même un itinéraire plus facile, mais le chat refuse parce qu'il pourrait manquer un meilleur endroit caché dans les montagnes. Comme le chat blanc veut devenir plus fort avant de commencer la recherche de son territoire, le prêtre dit qu'il est le bienvenu pour rester parce que les enfants l'adorent et qu'il aura la soupe de Gali tous les jours. Rien que l'idée de sa soupe le fait céder, et il se fixe également comme mission secondaire de former cette chasseresse risiblement mauvaise. Au moment où il accepte de rester, une grande ombre passe devant la fenêtre, embarrassant le petit avec l'attitude ridiculement protectrice de son oncle. Le lendemain matin, il est pris en embuscade par d'autres enfants qui le caressent comme une peluche, mais il est sauvé lorsque le prêtre emmène tout le monde pour le cours de mathématiques. Gali explique que beaucoup d'enfants viennent ici pour des cours particuliers avec le prêtre, mais qu'elle n'a pas besoin de suivre de cours parce qu'elle a déjà tout appris. Au lieu de cela, elle passe ce temps à faire des quêtes de la guilde des aventuriers pour rassembler de la nourriture, ce qui surprend le chat blanc puisqu'elle n'est pas une bonne chasseuse. Gali s'agace et fait remarquer qu'il y a aussi des quêtes de cueillette de bail et d'herbes. Le chat blanc se demande pourquoi les humains ont besoin d'aventuriers pour quelque chose d'aussi facile, alors Gali lui dit que les montagnes sont dangereuses, donc seuls les aventuriers comme elle peuvent y aller. Apparemment, le prêtre a reconnu son talent incroyable pour la magie, alors il lui a enseigné sa propre magie, ce qui laisse le chat blanc encore plus confus quant à pourquoi elle ne l'utilise pas pour chasser. Gali répond que le seul sort qu'elle connaît est l'explosion. Bientôt,
Ils arrivent à la guilde, qu'ils trouvent ridiculement petite comparée aux grandes guildes élégantes de la capitale royale où vivent des tas de gens. À l'intérieur de la guilde, Gali demande au vieil homme au comptoir s'il y a des quêtes disponibles, et il lui en donne une parfaite pour elle. En chemin, le chat blanc s'excite parce qu'il pense qu'ils vont explorer un endroit dangereux dans les montagnes, mais Gali déchante en disant qu'ils doivent aller au même endroit où elle l'a rencontré. Elle dit qu'on y trouve de terribles sauterelles à griffes géantes et des taupes à griffes de rasoir, mais il est déçu car ce ne sont que des insectes. Gali lui rappelle que les insectes sont en réalité assez gros et combattants vicieux, mais que sa magie peut tout gérer. Cela fait réaliser au chat blanc que les humains sont étonnamment faibles. Peu après, Gali trouve l'herbe sauvage qu'elle est venue cueillir, très précieuse pour faire des médicaments, mais la récolter de la mauvaise manière la rend inutile. Bien qu'elle souhaite en ramasser des tonnes, arracher chaque plante une par une élan, alors le chat blanc lui dit d'utiliser la magie avant de se souvenir qu'elle ne connaît que l'explosion, alors il s'avance fièrement et lance un sort pour arracher les plantes que sa tante a inventées parce qu'il aime vraiment manger ses légumes. Voyant cela, Gali demande au chat de l'aider à remplir le sac, même s'il ne veut vraiment pas. Cependant, il cède instantanément après qu'elle l'ait soudoyé avec une deuxième portion de soupe. Quelques instants plus tard, Gali suggère de rapporter le sac complètement rempli parce qu'elle ne peut pas emporter plus jusqu'à la guilde. Elle est ravie car autant d'herbes sauvages lui rapportera assez d'argent pour plusieurs jours de nourriture. À ce moment-là, le chat blanc se met en alerte après avoir senti 3 sauterelles à griffes géantes à proximité, et Gali sort également sa lance du sac. Il lui ordonne de fournir un soutien avec sa magie, et Gali est ravie de pouvoir enfin montrer ses compétences. Soudain, la première sauterelle jaillit des buissons et reçoit un coup de patte magique en plein visage. Puis les deux autres attaquent ensemble, il les maintient en l'air, ce qui permet à Gali de les anéantir avec son explosion nucléaire et laisse le chat blanc stupéfait. Il demande ce que c'était censé être, et elle répond avec désinvolture que c'est le niveau le plus bas de sa magie d'explosion, et qu'elle peut en lancer des petites comme ça au moins 20 fois. Elle souhaite que cela fonctionne pour chasser les monstres sans les griller vivants, alors il panique et lui dit qu'elle a sérieusement besoin de s'entraîner au contrôle de la magie. Gali admet qu'elle a essayé très fort sans succès, ce qui fait réaliser au chat blanc que certaines personnes luttent avec trop peu de mana, mais que cette fille a le problème exactement inverse, alors il propose de lui enseigner la magie des chats sur le chemin du retour. Gali imagine à quel point ce serait génial d'apprendre la magie que seuls les gens importants de la capitale connaissent, et à quel point cela faciliterait la chasse, mais quand elle réalise qu'elle devra lui faire du ragoût tous les jours, elle refuse parce que cela semble trop de travail. Le chat blanc est complètement déconcerté, alors il essaie de la convaincre que la magie rend la chasse beaucoup plus facile, et qu'elle pourrait manger du ragoût de viande tous les jours grâce à cela. Il fait remarquer qu'ils ont fini la quête plus tôt parce que la magie rend la vie tellement plus facile. En entendant cela, Gali accepte à contre-cœur d'apprendre tous les jours entre ses corvées, et le chat blanc est tout excité à l'idée de faire d'elle une grande maîtresse de la magie. De nombreux jours plus tard, le chat dragon réalise que la raison pour laquelle le chat blanc n'a toujours pas trouvé d'endroit à marquer comme son territoire et ses amis humains, mais le chat dragon apprend aussi qu'il y a plus d'humains dignes de confiance que ceux qu'il connaît. À partir de ce jour, le chat blanc vit avec Gali pour lui enseigner la magie, et les deux deviennent les meilleurs amis pour toujours. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.